Et pour commencer, place à Jean de La Fontaine, fabuleux fabuliste du XVIIe siècle, moraliste subtil, moqueur et zoomorphe. Les écoliers le découvrent dès le CM1, il me semble. Les comédiens Ariel Dombal et Laurent Stocker de la Comédie Française l'adorent et l'incarnent dans une exposition à Paris, exposition immersive. Entrez Jean, entrez loup. On les retrouve tout de suite. Bonjour jeune loup. Me voilà. Alors, le chapeau quand même. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Ah, c'est quelque chose, c'est sobre. Plus nombreux poils, griffes, pattes, tout à fait transformées, tout ça. Tout de même. Gardez ce chapeau, Ariel Dombal, pendant que l'on dit bonsoir à Laurent Stocker du Français. Et je vous présente à tous les deux Julia Van Elst, pardonnez-moi Julia, et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Vous êtes tous les deux des incarnations, vous de Jean de La Fontaine et vous Ariel Dombal, du loup. Une des fables de La Fontaine, le loup et le chien. Vous avez tous les deux, à titre comme ça, une fable préférée parmi les 240 et quelques fables écrites par Jean de La Fontaine au XVIIe. Allez, tout à trac. Moi, j'ai un faible pour les animaux malades de la peste. Ah, mais moi aussi. Eh ben voilà, ça tombe bien, ils sont faits pour se retrouver autour de cette table. Trouver toujours un bouc émissaire, c'est... Voilà, c'est d'actualité. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Aussi. Que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour seront blancs ou noirs. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez le profil idéal pour parler de La Fontaine, qui est enterré au Père-Lachaise, à côté de Molière. Et je sais que vous y allez régulièrement. Section 25, 25e section. Gaël Legras, et on les retrouve juste après. Oui. Ariel Dombal et Laurent Stocker, vous participez à l'exposition La Cité immersive des fables consacrée à Jean de La Fontaine à Paris. Pour nous expliquer pourquoi, plus de 4 siècles après sa naissance, l'écrivain français est toujours aussi populaire, vous avez le profil idéal. Lorsqu'on évoque Jean de La Fontaine, on pense aux fables apprises à l'école comme Le chat, la belette et le petit lapin, interprétés ici en classe par le comédien Roger Carrel. Oh, dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ? Dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays. Les fables constituent un socle patrimonial. Le professeur émérite de littérature du XVIIe siècle, Patrick Dandré, souligne « Cette moquerie si française répond déraisonnable ». De fait, elles s'inscrivent dans la conscience collective. Claude Chabrol, par exemple, donnait toujours le corbeau et le renard à lire aux comédiens qui passaient une audition. Et voici ce qu'il attendait de celui qui devait jouer le rôle d'un commissaire de police. Ah bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hautes de ces bois. En politique, les fables peuvent aussi s'avérer utiles. En 87, Raymond Barre tarde à se présenter à la présidentielle de 88 et les journalistes le pressent de s'exprimer. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, il y a beaucoup de lièvres aujourd'hui, mais laissez-moi être la tortue. Dans un autre registre, vous-même, Laurent Stocker, mise en scène par Bob Wilson à la Comédie Française en 2004, vous jouez une grenouille. J'ai répété les cris de grenouille jour et nuit pendant 6 mois. 6 mois. Et il y avait même eu un moment où les gens, je ne leur parlais plus normalement, je parlais grenouille. Aujourd'hui, dans l'exposition immersive, vous incarnez Jean de La Fontaine. Quant à vous, Ariel Dombal, vous interprétez un loup et vous précisez « Les fables sont morales, satiriques, philosophiques. Les abus de pouvoir, l'illusion, la liberté, tous les thèmes y sont traités. » Dites donc, vous voulez pas pousser à nouveau ce cri de rainette adorable? Je m'en souviens, c'était... Il y a le crapaud buffle aussi. Ah, ça, il ne sait pas encore le faire. Le crapaud, mais le buffle, non. Laurent Stocker, il y a un poème de La Fontaine, une fable plutôt, un poème, qui s'appelle « La mort et le bûcheron », qui se termine par ces mots « Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise de l'homme ». À vous qui avez été entre vos 8 ans et vos 10 ans l'assistant du croque-mort du village dans lequel vous habitiez, qui viciait les cercueils. Oui. Non mais c'est vrai, ça vous parle? Oui, j'ai un rapport à la mort assez étrange, parce que quand on a 8 ans et qu'on fait les enterrements, et qu'on est spécialisé dans les enterrements, et ça forge une vie
différente. Une philosophie même, un regard philosophique sur l'existence, je suppose. Ariel Dombal, le loup et le chien, vous êtes le loup qui revendique sa liberté, quoi qu'il lui en coûte, si je peux dire. Voilà, exactement. Là, c'est parce qu'il y a au moins 18 fables de La Fontaine avec le loup. Le loup est un animal qui fait peur, qui est craint. Mais ce qui est formidable avec La Fontaine, c'est justement qu'il a fait parler les animaux, et parler avec des voix différentes, et qu'ils ont tous leur morale et leur philosophie. C'est tellement nouveau, tellement radical. Évidemment, nous avons appris les fables de La Fontaine en étant enfants, et je crois qu'en effet, ça dure un peu toute la vie. La raison du plus fort est toujours la meilleure, qui est une chose atroce. Dans Le Loup et l'Agneau, on pleurait à l'école quand c'est parce que le loup, n'est-ce pas, veut en plus qu'il y ait une moralité, sa propre moralité, faire plier l'agneau avant de le manger. C'est des fables très souvent très féroces et qui nous apprennent vraiment la vie, mais quand on est enfant, on ne comprend pas bien la langue. C'est difficile de pénétrer la langue de La Fontaine. Mais tout de même, Laurence Tocqueville, comment vous expliquez 4 siècles après, on les dit encore? Pourquoi elles n'ont pas pris de ride? Parce que moi, je pense que c'est exactement comme... il est de 1621, Molière est de 1622. L'avare, le misanthrope, c'est des pièces qui prennent pas de ride. Et la littérature de La Fontaine, c'est la même chose. Je crois que c'est parce que elle parle de nous autres humains, et puis avec des métaphores, parce que on connaît aussi la problématique. Quand il a été trop proche de Fouquet, il a été en disgrâce, et donc il ne pouvait pas écrire autre chose qu'avec des métaphores. Et les animaux, c'était formidable. Donc, parfait. Il y a un spécialiste de La Fontaine qui s'appelle Patrick Dandré, qui évoque le rire moqueur de La Fontaine, qu'il rapporte d'ailleurs au rire de Molière, et qui évoque ce rire dessillé, lucide sur les vanités humaines, ce qui rend peut-être quelque chose de pérenne et d'éternel et d'intemporel. Absolument, absolument. Vous êtes d'accord avec ça? Oh oui, oui, oui. Et puis bon, Monsieur Barre disait « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Mais je pense les maximes restent dans notre inconscient toute la vie. C'est très, très fort. Qu'est-ce que c'est ce spectacle immersif? C'est du cinéma, c'est de la mise en scène, c'est une déambulation rêveuse, c'est du théâtre? Qu'est-ce que c'est? C'est tout à la fois en même temps. C'est vraiment un spectacle entier, c'est-à-dire il y a même des salles où il y a des expériences olfactives, il y a plein de choses qu'on respire, et c'est depuis quelques années, on voit s'installer ces expériences. Les expériences comme ça, avec ça peut être l'Atelier des Lumières, qui n'a rien à voir encore avec ça non plus. Mais c'est le même principe. On entre dans des cosmos qui sont tous hétérogènes, et on se perd. On se perd, il y a des endroits de déambulation, d'apprentissage pratique. Il y a de la musique, il y a même des parfums, des senteurs. C'est riche. On va en parler avec Julia, cette appétence du public pour l'immersion. Oui, alors, Elisabeth, peut-être que vous avez déjà été dans ce type d'expo, justement, truffé d'effets spéciaux, de projections, de sons et lumières ou de réalité virtuelle. Oui. Regardez, par exemple, en ce moment, Le Petit Prince qui prend vie sur les écrans géants de l'Atelier des Lumières à Paris. C'est très, très beau. C'est le principe de s'immerger comme ça dans un univers particulier. Ce qui marche, c'est le côté ludique. C'est pourquoi souvent le public est souvent plus jeune et plus familial par rapport au musée traditionnel. Alors, il faut savoir que ce sont souvent des acteurs privés qui orchestrent ces expositions immersives. L'Égypte des pharaons, que vous pouvez voir en ce moment au Bassin des Lumières à Bordeaux, est produite par exemple par la société Culture Spaces Studio. Pour les sociétés privées, ces expos sont très rentables parce que souvent les billets d'entrée sont un peu plus chers quand même que les musées classiques, comptez une vingtaine d'euros pour un ticket adulte. Et ces expos, comme les groupes de musique, elles font des tournées. Titanic, par exemple, se décline dans plusieurs villes européennes, dont la ville de Lyon, à partir du 30 septembre. Alors certains parlent de Disneylandisation de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est pas au contraire une manière d'aborder l'art d'une autre façon, de le démocratiser? Disney peut-être, mais enfin déjà, les fables de La Fontaine, à l'époque, il y avait toujours des illustrations. Et d'ailleurs, les fables de La Fontaine par Gustave Doré ou même Gustave Moreau ou Granville, il y a toujours eu quand même
des vases communicants entre les arts. Et là, c'est une orchestration de tous nos sens. Donc, en effet, c'est plus facile d'y pénétrer. Et c'est ludique, pour employer un mot. Voilà. Mais je veux dire que dans l'art contemporain aussi, parce que David Hockney fait aussi des choses d'immersion. On est avec la technologie de notre époque. Et puis au théâtre, par exemple, ça peut être aussi des choses qui sont diffusées dans certains spectacles. On utilise beaucoup les nouvelles technologies. Ça, il faut... On parlait des acteurs privés qui financent des expositions immersives. La Cité immersive est financée notamment par Pierre-Édouard Stérin, qui est un homme d'affaires milliardaire et qui est classé à l'extrême droite. Est-ce que ça vous a fait hésiter ou pas à participer à cette cité? Je vais vous dire la vérité, je ne savais pas du tout quand j'ai fait la Cité immersive que la société en question avait été incubée il y a quelques années parce que c'est une jeune start-up qui a demandé des financements. Est-ce qu'eux-mêmes savaient qui était ce monsieur? Je n'en sais rien. Après, en tout cas, c'est vrai de le savoir maintenant. Bah oui, c'est-à-dire que je crois que on en a discuté avec eux, c'est-à-dire qu'il y a eu cet apport financier au départ. Maintenant, ils volent de leurs propres ailes depuis plusieurs années sans avoir besoin de ce monsieur. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que, comme au cinéma, comme au théâtre, comme dans la danse, comme dans la musique, il y a des artistes merveilleux et qu'il faut trouver des capitaux. Donc, les gens vont où ils peuvent. C'est tellement dur, les financements. Ariel Dombal, en 2019, au moment des Gilets jaunes, vous avez confié à un journaliste de Libération, Luc Levaillant, ressentir une véritable empathie, justement pour les Gilets jaunes, confrontés à une vraie détresse économique. On est à 2 jours d'un épisode qui risque de s'appeler Bloquons tout. Est-ce que vous ressentez toujours cette empathie? Alors, je dirais un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, parce qu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour. L'Achéron faisait aux animaux la guerre. Bon, alors là, il va y avoir aussi une guerre sociale. Alors, on va espérer, comme dans la fable de La Fontaine, que ce ne sera pas la raison du plus fort est toujours la meilleure et que ça ne sera pas que vous soyez puissant ou misérable. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Essayons que les victimes ne soient pas les plus faibles. Eh bien, vous êtes un duo en osmose totale. J'aurais aimé que vous remettiez vos oreilles de loup, mais ce sera pour... On vous a vu avec vos oreilles de loup tout à l'heure. Merci Ariel Dombal, merci Laurent Stocker. La Fontaine en immersion, c'est à Paris dans le 8e arrondissement. Merci encore. On change de continent et on passe à notre débat sur la guerre déclarée par Donald Trump à la Banque centrale des États-Unis, petit nom la Fed, une institution cruciale et indépendante que le président américain cherche précisément à contrôler. Pourquoi, au risque de faire grimper l'inflation aux États-Unis et par ricochet d'entraîner des crises financières mondiales? On va en parler dans un instant après la mise au point de Sandrine de Calvez.